téléspectateurs, bonjour, nous sommes au Presse Club en compagnie de grands journalistes. Il y a un rédacteur en chef qui est à ma droite. Il y a un homme extrêmement connu dans le milieu africain. C'est un grand journaliste qui traite le sujet, qui a remplacé en fait, si on veut, tous ces journalistes qui n'avaient pas peur, qui mettaient le doigt là où il y avait un problème important et dire la vérité. Il ne fait pas partie de mainstream, de médias mensonges qui, à chaque fois, pour avoir de quoi chauffer une marmite, et travestir les informations. Luc Michel, vous avez suivi souvent ces interventions, parle de l'Afrique dans le bon sens, de ce qu'on appelle les afro-optimistes, et réalistes aussi également. Il parle de la Crimée, il parle de la Russie, d'une vision assez élargie avec une planimétrie où on peut dire aujourd'hui qu'il est pro-soviétique. Non, c'est pro-russe. C'est la réalité en fait qui essaie de nous transcrire au niveau de ses écrits et au niveau de ses interventions. Voilà une question. N'avez-vous pas peur de ce que vous écrivez à chaque fois d'être attaqué par la communauté internationale? Écoutez, moi je suis un homme engagé j'ai plus de 40 ans de vie militante. J'ai commencé à 14 ans dans la mouvance pro-palestinienne du docteur Abbas. J'ai soutenu tous les grands combats anti-impérialistes. Je me suis battu depuis 10 ans pour l'Irak, pour la Syrie, pour la Libye, bien entendu, puisqu'en Libye j'avais des fonctions au sein du mouvement des comités révolutionnaires. J'ai combattu l'OTAN. Je suis considéré en Belgique comme un monstrueux ennemi du système, quelque chose comme le diable. Je suis un homme libre. Je ne me suis jamais mis à genoux. Je vis debout. Les gens qui sont avec moi vivent debout. Donc nous n'avons absolument pas, nous ne sommes pas soumis à des censures. Nous ne sommes pas soumis à des pressions parce que ces pressions ne marchent pas. On a essayé plusieurs fois de détruire ma vie. Depuis 2 ans, j'ai des ennuis. Depuis que j'étais le principal supporter de la Libye en Europe. On va en parler, je suis évidemment l'un de ceux qui sont les plus actifs en soutien de la Russie de Poutine. La presse européenne dit que je suis le principal lobbyiste de Poutine en Europe. Depuis 2 ans, on m'a tout fait. On a essayé de mettre mes sociétés en faillite. On a essayé de dissoudre mes associations. En Belgique, ça. Je devais me marier l'année passée. On a utilisé la loi sur les mariages blancs pour m'empêcher de me marier. J'ai dû aller au tribunal, j'ai gagné. Je me marie la semaine prochaine. J'ai gagné, mais au bout d'1 an de combat. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, vous savez, les pressions, ça joue pas beaucoup. Je me battrai parce que je pense qu'un homme qui a des convictions doit se battre et vivre debout. Mais vous devez savoir qu'on vit dans un système hypocrite qui parle de démocratie, de droits de l'homme, qui parle, vous savez, en Russie, des poussiriotes, des fémènes en France ou ailleurs, de gens en fait qui n'ont pas de véritable problème. Mais le système occidental, avec hypocrisie, agit de la même façon ici. Simplement, on ne vous met pas en prison pour un article ou des idées politiques, mais on vous détruit économiquement, on vous détruit personnellement. Avec moi, ce n'est pas la première fois. Moi, je connais cette vie depuis plus de 20 ans. Ça ne m'impressionne pas. J'ai un mépris absolu pour le système occidental. Alors, quand je vous entends parler, ça me fait penser à un homme qui est belge aussi. Il s'appelle, lui, Laurent Michel, pardon. C'est un député, un indépendant. Il a le même discours que vous. Nous ne sommes pas amis parce que nous ne partageons pas la même idéologie. Ça, c'est la première chose. Et nous ne partageons pas tout ce qu'il raconte. J'ai simplement, vous savez qu'il a été arrêté. C'est un député de Nivelles. C'est un député indépendant. Il a été arrêté lors de la collecte de signatures pour sa campagne électorale. J'ai dénoncé cette arrestation. Mais idéologiquement, nous représentons 2 mondes totalement différents. Notamment, moi, je ne partage pas les attaques, par exemple. Je ne partage pas l'antisémitisme ou des choses comme ça. Et alors, parmi les gens qui le soutiennent, il y a en France évidemment des gens qui sont dans l'arrière-plan du Front National. Moi, je suis quelqu'un qui ne partage pas les idées du Front National.
Je ne partage pas les idées des Le Pen pour des tas de raisons, mais une des principales raisons, c'est que la xénophobie me fait vomir, et les gens qui font des voix sur la lutte contre les immigrés, sur la lutte contre les Roms, sur la lutte contre les Africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, moi, ce sont pour moi des idées qui me sont insupportables. Insupportable, oui. Alors maintenant, on va rentrer dans la politique africaine. Vous avez écrit un billet avant-hier qui a eu beaucoup de succès au niveau de nos lecteurs. C'est un billet, ça concerne la Guinée équatoriale. Alors, on vient de l'avoir ce matin, une dépêche de l'AFP qui dit la déclaration du président Biangaman qui cite « Je ne suis pas là à recevoir les leçons de gouvernance des États qui ont pillé et volé, massacré l'Afrique ». Que pensez-vous de cette déclaration de M. Biangaman? Écoutez, je pense qu'il y a un chef d'État africain, en tout cas, qui se tient debout, qui refuse l'ingérence occidentale et qui refuse de se mettre à genoux devant l'Occident. Petite correction, il y a également Mugabe, mais Mugabe est un système politique qui n'a pas marché, tandis que la Guinée équatoriale, c'est un État en plein développement, avec une économie, et alors j'ajouterai quelque chose aussi, c'est un chef d'État qui a recréé, qui a développé une vie démocratique. Il y a eu cette année des élections législatives pluralistes. On traite le président de Guinée équatoriale de dictateur, de choses pareilles. Il y a des partis, il y a une vie politique. Il est parti d'un système tout à fait colonial. Il est parti d'un tout petit État à qui on ne promettait aucun avenir. Et on a actuellement, c'est le premier indice de développement humain en Afrique. Ça, c'est très important. Alors c'est important de les savoir. Alors ne pensez-vous pas par rapport à ces discours qui sont assez tonitruants à l'encontre de l'Union européenne, contre la communauté internationale, ne subira-t-il pas le même sort que notre ami Kadhafi? Écoutez, l'Occident a tendance évidemment à attaquer tous ses ennemis de façon directe ou indirecte. Et je pense que la Guinée équatoriale, évidemment, doit également organiser sa défense. Ça, c'est clair et net. Kadhafi, évidemment, ce sont des choses qui se sont développées parce qu'il y avait aussi des problèmes au sein de la Jamaïria. C'est-à-dire qu'à partir de 2003, la Jamaïria a cru qu'elle pouvait organiser une coexistence pacifique avec les Occidentaux, comme les Soviétiques en avaient eu une avec les Occidentaux. Ils ont donc commencé par désarmer, ça c'était la première erreur, parce que l'Occident n'attaque pas les gens armés. Regardez la Corée du Nord, on ne l'attaque pas, parce qu'elle a la bombe atomique. Parlons franchement, c'était la théorie du général de Gaulle. Le général de Gaulle développait la dissuasion du faible au fort. Il disait un petit État avec un minimum d'armes atomiques peut être indépendant. C'est ce que fait la Corée du Nord. La Jamaïria a désarmé et elle a accepté de développer en son sein une aile libérale. L'aile libérale, malheureusement, elle était au sein du régime jamaïrien, c'était celle de Saïf al-Islam. Les libéraux ont tout essayé pour détruire le système jamaïrien, pour détruire le socialisme. Ils se sont alliés aux islamistes dès 2005, des gens comme Abdul Jalil, qui est devenu le chef du CNT. Et donc, pendant de 2003 à 2010, il y a eu un jeu politique incessant, parce que la politique existait en Jamaïria, entre les libéraux alliés aux islamistes, dits modérés, mais on a vu ce qu'il en était, et la vieille garde qu'on appelait la vieille garde, les partisans du socialisme jamaïrien. En octobre 2010, la Libye prend une loi. Que dit cette loi? C'est très simple, c'est que plus aucune société étrangère ne peut détenir plus de 49% des parts d'une société en Libye. La grande idée des Occidentaux de prendre de l'intérieur la Libye a été terminée. Immédiatement, ils ont organisé les préparatifs de ce qu'on a appelé la révolte de Benghazi, qui était en fait un coup d'État organisé par les Britanniques et les Français pour le compte des Américains. Et la Jamaïria a été détruite, mais elle a également été détruite parce que l'Afrique ne l'a pas défendue. Moi je dis, voilà. L'Afrique n'a pas défendu. Il y a Idriss Déby qui est montré du doigt aussi. Il y a aussi
le président ATT, Mani Touré, est parti à cause de son refus de défendre, de dénoncer Kadhafi. Que pensez-vous? Est-ce qu'on peut croire encore, on peut aussi être de bons alliés avec ces présidents africains actuels? Écoutez, moi je l'ai dit. Vous savez, l'Union africaine, elle est complètement bloquée maintenant. Elle n'a plus qu'une perspective libérale, un grand marché africain ouvert aux Occidentaux. Les chefs d'État africains ne bougent pas beaucoup. Ils n'ont rien fait contre Kadhafi, ils n'ont rien fait pour Gbagbo. Moi, je crois maintenant, c'est assez simple. Il y a une nouvelle génération politique qui est en train d'apparaître en Afrique. Le panafricanisme, en fait, il est dans les mains non plus de chefs d'État, à part en Guinée équatoriale, mais ailleurs, il est dans les mains de la nouvelle génération politique, de jeunes militants, de gens qui se rencontrent. Et je pense qu'il va ressurgir de là. Moi, je n'attends plus rien de l'Union africaine. Pas telle qu'elle fonctionne actuellement. Pas telle qu'elle fonctionne actuellement, mais il y a quand même une mainmise de la politique française, on peut dire ainsi, par rapport à ce qu'on appelle le précaré africain, où la France a eu pendant des décennies, aussi des siècles, ces rôles difficiles de la colonisation. Dites-moi, est-ce qu'on pourra espérer aujourd'hui de voir l'Afrique francophone des sortir de l'ornière quand on sait que la France a du mal à remonter son économie et que l'économie africaine aujourd'hui tourne aux alentours de 5,6%. Écoutez, moi je veux dire, la première chose, vous surestimez ce qu'est la France actuellement. C'est-à-dire que la France-Afrique, ça n'existe plus. La France a réintégré l'OTAN avec Sarkozy. Elle est maintenant totalement intégrée dans l'OTAN, militairement et diplomatiquement. Moi, j'ai écrit un éditorial il y a quelques mois sur la Syrie, quand on a parlé de l'agression, donc en septembre de l'année passée, lorsqu'on a cru que les Américains allaient attaquer la Syrie, et j'ai dit la France du général de Gaulle, maintenant, est totalement dans les mains américaines. C'est vrai. Lorsque la France intervient en Centrafrique, au Mali, etc., maintenant, elle n'intervient plus que comme bras armé de l'OTAN ou de l'AFRICOM. Derrière elle, la logistique n'est plus française. Vous savez que les super transporteurs, les avions, qui permettent à la France d'intervenir en Centrafrique au Mali, ils sont américains. La logistique qui permet à la France d'intervenir, c'est celle de l'Allemagne de Mme Merkel, c'est celle de la Belgique, c'est celle de l'Espagne, c'est-à-dire des bons élèves de la classe OTAN. Donc, attendent beaucoup de choses de France. Et en échange de ça, on permet à la France de garder une illusion. L'illusion d'être encore une puissance en Afrique, et on leur donne des miettes économiques, momentanément. Allez voir la situation de Total en Libye pour le moment, c'est pas florissant, c'est moins florissant que sous Kadhafi. La France a fait un mauvais calcul, elle est dans les mains de ce parti américain, probablement pour une dizaine d'années. Donc, il ne faut pas compter dessus, mais le défi n'est pas au niveau de l'Afrique francophone ou de l'Afrique anglophone. Le défi n'est pas entre la France. Le défi, c'est qu'il y a une menace occidentale globale à direction américaine. Il y a 45 bases actuellement américaines en Afrique. L'Africom contrôle tout. Ils ont surtout ce que les Africains ignorent le plus souvent. Donc, ils ont un projet géopolitique que je vais vous résumer très simplement. Il a été commencé sous Bush, il est simplement remanié par l'équipe d'Obama, c'est ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient, qu'est-ce que c'est? C'est un arc de cercle qui va en fait de l'Ukraine, des pays baltes, de la Pologne, de l'Ukraine, qui tourne par les Balkans, qui va jusqu'au Caucase, qui comprend tout le Moyen-Orient. Mais ne vous laissez pas abuser par le terme de Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient, ils ont choisi ce nom-là pour ne pas attaquer directement les Russes. Mais en fait, c'est en fait comment pourrais-je appeler ça, un axe de contrôle eurasiatique pour isoler la Russie. Dans ce projet géopolitique, vous devez savoir que le Grand Moyen-Orient, pour les stratèges du Pentagone, les géopolitologues américains comme George Friedman de Stratford, vous connaissez le grand institut Stratford, George Friedman vulgarise la pensée politique des géopolitologues du Pentagone. Il faut lire Friedman,
Parce que ce que Friedman dit, c'est ce que pense l'élite militaire industrielle. C'est ce qu'il dit, la même chose. Oui, mais Friedman est plus brutal et plus moderne. Et alors, dans la pensée de Friedman, c'est assez simple. Il y a la notion fondamentale, et je vais vous expliquer, qui est opposée, moi, à ma vision géopolitique, c'est ce qu'on appelle la frontière, le limes en latin. C'est que l'Empire romain était organisé entre deux limes. Il y avait un limes qui était en Afrique, précisément, qui passait par Palmyre, par ce qui est devenu l'Iran actuel, etc. Et il y avait un limes sur le Rhin. La pensée des géopolitologues occidentaux américains, elle est centrée sur cette notion de limes. La mienne, elle est sur une autre notion géopolitique, c'est ce qu'on appelle les rivages. C'est-à-dire, moi je ne crois pas aux frontières. Je crois aux espaces autosuffisants intégrés. C'est pour ça que moi je vois la Méditerranée comme un rivage commun, mais les géopoliticiens occidentaux voient la Méditerranée comme une frontière. Dans la pensée des Américains, pour revenir à notre sujet, le limes de ce grand Moyen-Orient, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ces pays africains qui vont Maroc, qui descendent Niger, Centrafrique, Mali, et on arrive jusqu'à la Somalie. Donc c'est la mise en cause du pacte, du traité de Berlin. Oui. Et alors c'est assez simple. Non, leur but n'est pas de toucher aux frontières directement. Leur but est assez simple. C'est cette ceinture d'États qui est en dessous de la frontière sud du Grand Moyen-Orient, c'est d'en prendre le contrôle en les désorganisant. L'Amérique n'a pas les moyens d'intervenir. L'Amérique ne peut pas venir contrôler 12, 13, 14 pays africains. Quelle est l'idée des Américains? C'est de sous-traiter à l'OTAN les opérations militaires. C'est comme ça que la France intervient. Les soi-disant troupes européennes qui vont arriver, qui sont allemandes, en grande partie, la Belgique participe à ça, qui a été de toutes les aventures coloniales depuis 50 ans. On a vu les Belges aller partout, parce qu'ils ont ça dans le sang. Le régime belgicain a la nostalgie de l'empire de Léopold, c'est ça. Suivez, c'est un des pays, alors que la Belgique est un État qui a de graves problèmes économiques, qui a la plus grande dette publique d'Europe, mais pour faire la guerre en Afrique, on a de l'argent. Et alors, donc, quelle est la deuxième grande idée des géopolitologues américains? C'est la fameuse géostratégie du chaos, c'est-à-dire que l'État qu'on ne peut plus occuper traditionnellement, parce qu'on n'a plus assez d'argent, plus assez de troupes, leur problème, ce sont les troupes. Il y a de moins en moins de soldats américains. L'idée, c'est quoi? C'est d'y organiser le chaos, le faire éclater en petits États impuissants, installer l'instabilité politique. Il y a eu un laboratoire de ça, parce que n'oubliez jamais que tous ces gens, tous ces militaires, ils vont tester leur théorie. Le laboratoire, c'était la Somalie. Rappelez-vous, au début des années 80, ce qu'était la Somalie, c'était la grande puissance régionale. C'était le maréchal Siad Barre, c'était la puissance régionale, c'était le principal point d'appui des soviétiques. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La Somalie a éclaté en 3 États officiels. Somaliland, Puntland, Somalie. Ce qui reste de la Somalie est en réalité éclaté encore en 3 États. Les milices Shebab, les milices islamistes, que les Européens et les Américains ont laissé s'implanter, ont quasiment un contrôle d'une très grande partie du territoire. De là, ils rayonnent jusqu'au Kenya, jusqu'au Cameroun et jusqu'en Ouganda. Et alors, la troisième chose qui existe encore là-dedans, les Européens, le gouvernement de Somalie, ils ne siègent même pas en Somalie, ils siègent dans un autre pays africain. Dans la capitale, ils contrôlent la zone du port, c'est tout. L'armée n'existe plus, la police n'existe plus, les services secrets. Et qui fait la loi pour les multinationales, pour les matières premières, etc. Ce sont les fameuses firmes de mercenaires, les anciens Blackwaters, etc. Oui, qui viennent de l'Irak. De là, le processus a été continué. Vous avez un autre État, c'est la Guinée-Bissau, qui est dans la même situation, qui est aussi un des points forts d'AQMI. Et puis le phénomène, grâce au soi-disant printemps arabe, a remonté Libye, Mali, Centrafrique. Partout, les islamistes sont utilisés, on les laisse se développer, puis on dit danger, guerre au terrorisme. Il n'y a pas de guerre au terrorisme. Voilà, c'est ça le problème. Alors, quand on pense à tout cela, on dit que
dans une cinquantaine d'années, l'Afrique sera le fleuron de l'économie, ça sera le continent le plus sécurisé. On vous entend parler, ce sont aux antipodes complètement Mais écoutez, moi je suis un réaliste. Mon école géopolitique, c'est une école réaliste. Comme l'école américaine. Les géopolitologues américains, c'est des réalistes. Ils vous vendent pas du rêve, etc. Il y a des rapports qui viennent sortir sans pouvoir vous couper. Il y a le rapport Vidrine qui montre que, remis au président de la République d'ailleurs au mois de décembre, qui montre clairement que voilà, l'Afrique c'est l'avenir de la France. Il y a le rapport aussi Bockel du Sénat et qui donne la même chose avec le 4 points. Vidrine c'est 16 points, Bockel c'est 4 points. Alors. Mais tout d'abord, Vidrine et Bockel sont des agents connus du milieu atlantiste. Bockel en France, il dirige le lobby de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire du meilleur allié de l'OTAN dans le Caucase. Ça, c'est ce qui est Jean-Marie Bockel. Non, franchement. Védrine n'a pas eu une position, quand vous suivez, c'est pas très glorieux. On peut faire tous les rapports qu'on veut. On peut vendre du rêve, on fait croire aussi aux Européens que c'est un espace merveilleux, on le fait croire aux pauvres Ukrainiens, alors que l'Union Européenne est un système bloqué qui ne fonctionne plus. Il y a à côté de ça les Américains. Que disent les géopolitologues américains? C'est clair. Nous nous battons pour un 21e siècle américain. Nous sommes en 2014. Ils ne disent pas 20 ans, 30 ans, ils disent un siècle américain. Comment avoir ce siècle américain? C'est très simple. Il faut neutraliser la Chine et la Russie. C'est ce qui est en train de se passer avec ce grand projet de Grand Moyen-Orient. Et ils disent il faut contrôler l'Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que l'Afrique a des potentiels gigantesques, mais n'oubliez jamais, le pays le plus riche d'Afrique, c'est le Congo. C'est la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi le pays qui n'a plus d'État, qui n'a quasiment plus, et qui est un des plus pauvres, parce que ses richesses sont pillées, pas seulement par les multinationales, par ses voisins également. Donc, est-ce que vous pensez que cette Afrique chaotique, avec des États qui éclatent, avec des rébellions, avec des seigneurs de la guerre, avec AQMI, Al-Qaïda, les Chebab, etc., est-ce que vous pensez que ce développement va arriver? Il n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais. Et alors, il y a une dernière chose que vous ne devez pas oublier. C'est un sujet, je suis quasiment le seul à en avoir parlé. L'Afrique, avant tout ça, avant les richesses des matières premières, c'est un enjeu climatique. Vous savez, mais on ne sait pas. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a deux groupes de scientifiques. Il y a des climato-sceptiques et il y a des gens qui crient alerte au climat. Les arguments des deux, donc on ne sait pas si le réchauffement va arriver, le refroidissement, si le chaos annoncé va arriver. Mais sur ces problèmes climatiques, on a construit une géopolitique du climat. De nouveau, les Américains. Parce que les Américains, contrairement aux Africains, aux Européens, les Américains ont une pensée qui va sur 50 ans à un siècle. Les géopoliticiens américains actuels comme Friedman, ils n'écrivent pas pour l'année prochaine, ils écrivent pour 20 ans, 50 ans, un siècle. Donc ils ont une pensée à long terme. Si ceux qui crient l'alerte au climat ont raison, dans 50 ans, le seul pays qui va conserver un climat normal, ce sera l'Afrique. Et donc l'Afrique est l'objet de visée actuellement par... Les Russes ne parlent pas de ça, ils ont leurs problèmes, les Européens. Les Américains et les Chinois envisagent une colonisation de l'Afrique, mais pour des raisons climatiques. Ce qui voudrait dire des transferts de population, etc. C'est quelque chose dont on parle très peu, vous ne l'avez probablement jamais entendu. Ça a été dévoilé dans un roman géopolitique il y a 5 ans, parce que quelqu'un a parlé à mots couverts. Vous savez que souvent les romans géopolitiques disaient la vérité. Vous connaissez les fameux SAS de Gérard de Villiers. Quasiment dans un livre sur deux. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Moi, je n'aimais pas les théories de Villiers, qui était notamment un raciste, épouvantable. Mais De Villiers a souvent dit, notamment sur le Rwanda, De Villiers a dit des vérités qui n'étaient pas dans des rapports politiques. Donc, l'Afrique est un enjeu aussi pour le climat. L'avenir de l'Afrique, comme l'avenir de l'Europe, comme l'avenir de la Russie. Lorsque je dis la Russie, c'est l'Est, Sibérie, pays qui sont autour. Il va dépendre de notre capacité à apporter une réponse aux Américains et à nous organiser ensemble. Ensemble.
C'est-à-dire que ce que fait Poutine en Europe de l'Est, les gens comme moi qui veulent décoloniser l'Union européenne, parce que l'Union européenne c'est une colonie américaine, moi je dis les choses franchement, les Américains sont arrivés en juin 1944, ils sont jamais repartis. Ils contrôlent tout en Europe. Ils contrôlent l'OTAN, la diplomatie, ils contrôlent les banques, ils contrôlent l'économie. Ils contrôlent même l'euro en ce sens que l'euro vit constamment en fonction du dollar. Ils s'apprêtent à faire le fameux grand marché transatlantique qui va être l'avalement de l'Europe, pas par l'État américain, par les multinationales américaines. Et il y a le troisième pays, c'est l'Afrique. Il y a cet ensemble africain qui est en voie de recolonisation ou qui est déjà colonisé. Dans l'histoire, il y a une constante, c'est que ce sont les pays faibles ou attaqués, se sont toujours ligués contre le plus puissant. Alors une question encore, pardonnez-moi, vous êtes tellement prolixe, mais je vais rester un peu dans le cadre formel, enfin, l'Afrique et l'Europe de l'Est et l'Europe, là où il y a les enjeux. En vous entendant parler, je vois en vous un tout petit peu, vous allez peut-être trouver ça, c'est une insulte, il y a Jean-Michel Vernochet un peu, qui est un peu dur au niveau de ses propos, il y a aussi Thierry Messant. Oui. Que pensez-vous de ces... Écoutez, c'est simple, ce sont des journalistes. Moi, je ne suis pas un journaliste. Je suis un homme politique. Je suis je suis un idéologue dans le bon sens du terme, c'est que je crée des concepts, je les développe. Actuellement, je suis le seul à proposer des concepts alternatifs. Les grands concepts qui existent... Mais que pensez-vous de ces personnes ? Je voudrais terminer pour vous expliquer. Les grands concepts qui existent actuellement, le racisme par exemple, c'est moi qui l'ai réinventé en 1986 dans une de mes revues. Des gens comme Douguine, etc. En Russie, Douguine, il a pris nos idées, il en a fait quelque chose. Il y a Zouganov aussi qui a repris nos idées. Moi donc, je suis quelqu'un qui crée des idées. J'ai une action politique, j'ai une action paradiplomatique, comme je l'ai démontré en filmé. Je suis quelqu'un qui agit. Et je suis aussi quelqu'un qui anticipe. Je ne crois pas que simplement commenter l'événement après terme. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et alors, ce que je reproche à ce que vous appelez, vous, les journalistes non mainstream, c'est que ils se sont souvent trompés et leurs idées changent. Et elles changent avec l'opinion publique. Moi, pas. Vous pouvez aller voir mes idées depuis 30 ans. J'ai une ligne directrice, parce que j'ai une idéologie derrière moi. Je suis vertébré, j'ai mes idées, je pense, je ne subis pas. J'anticipe beaucoup de choses. Parfois, on ne m'écoute pas. J'avais prévenu le leadership libyen de ce qui allait arriver. 15 jours avant l'attaque n'arrive, on le voyait sur les réseaux sociaux. J'ai fait en Libye le dernier congrès politique à Zaouïa, le 5 février. On a tenu un congrès des comités révolutionnaires européens, et à la tribune, je leur ai dit, dans 10 jours, ils m'ont dit non. Il y a des gens, ils se sont dit un peu, il devient fou, etc. Non, j'avais raison. Trop tard. J'anticipe un certain nombre de choses. J'essaye aussi de donner une vision concrète. Donc mon aspect à moi n'est pas une critique journalistique, c'est ce qu'on appelle une praxis. C'est-à-dire que je pense que les idées doivent servir à transformer le monde. C'est ce que disait le vieux Marx. Marx disait, maintenant il est temps pour les philosophes de transformer le monde. Bon, écrire, c'est bien. Le journalisme, c'est bien. Ça a une utilité parce que ça structure une opinion publique. Il n'y a pas que ceux que vous avez cités, il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein actuellement de petits médias, de petits sites internet, tout ça est très bien. Mais tout ça doit s'inscrire dans une pensée globale et dans une action. Moi actuellement, je ne vous cache pas, je me bats pour construire un front uni entre la Russie, les gens, ce que j'appelle les révolutionnaires d'Europe de l'Ouest, et les panafricanistes, qu'on s'unisse dans un front commun et qu'on trouve le chemin de notre liberté. Alors, le panafricaniste, on va revenir par rapport à hier. Hier, il y a eu une conférence ici, au Presse Club. On parle toujours des affaires de Sherpa, cette affaire de Transparency. D'ailleurs, cette affaire de Sherpa, il y a Transparency, parce que c'est l'histoire des contrats. Donc, si vous connaissez cette histoire de la Guinée équatoriale, vous allez tout comprendre. L'argent a été donné à je ne vais pas trop entrer dans le détail. À la fin, on a choisi d'autres personnes. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Américains. Enfin, après, bien évidemment, on a refusé de collaborer avec ces industries françaises. À l'arrivée, il se retrouve avec cette histoire des biens mal acquis.
Dites-moi, comment vous avez perçu d'abord l'intervention de ces avocats hier lors de cette conférence? Mais les avocats se sont tenus strictement au droit, parce que c'est leur métier, et ils ont bien démonté l'affaire. L'affaire, elle se démonte facilement, c'est-à-dire que la France n'a pas de loi de compétence universelle. Elle n'a... Il y a 3 pays. Il y a la France, il y a la Belgique. Non, la France ne l'a pas. La France n'a pas d'arsenal législatif de compétence universelle. Voilà. La Belgique a abandonné sa loi. Et le dernier qui existe, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui veut donner des leçons au monde, mais elle n'en a pas. Donc légalement, la France n'a pas motif à agir. Les opérations qui ont été faites en France ont été des opérations légales, sous le contrôle de la Banque de France. Elles ont été déclarées. Voilà. On pourrait, à la limite, bon, il n'y a pas de plainte du principal intéressé qui est l'État guinéo-équatorien. Le fils du président, mais c'est aussi un vice-président dont aucun n'est poursuivi dans le monde, à part un dirigeant chinois par le juge Garzón. Mais tous les juges espagnols disent que Garzón est devenu fou, qu'il a pris la grosse terre. C'est une star des médias, il se fait de la publicité. On a un procès en France contre un État avec lequel il y a un contentieux politique avec la France, qui est un État, le seul État actuellement qui a une position panafricaniste solide. Ça n'existe pas dans le reste du monde. On ne poursuit pas de président, de vice-président, de ministre en exercice. Les États-Unis, qui avaient une plainte similaire, viennent de la clôturer. Donc on a des juges français qui jouent une partition qui ne correspond pas à la législation française, avec un dossier qui sur le fond est vide, et qui agissent visiblement sous l'initiative d'ONG dont on connaît les liens avec le monde occidental. Il y a toute une série d'ONG qui s'occupent soi-disant de gouvernance ou des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières dans le domaine de la presse, etc. Bon, tous ces gens ont des liens avec l'Occident. Leur technique, c'est simple. On attaque 2-3% du côté occidental quand les pays qui sont concernés sont passés sous contrôle occidental quand il est trop tard, et le reste du temps, on attaque les ennemis de l'Occident. Ces ONG ne servent à rien d'autre. On ne les voit pas agir où ils pourraient le faire. Il y a d'immenses problèmes de corruption en Europe. Vous savez qu'un des États les plus corrompus est la Belgique, par exemple, selon les propres rapports de Transparency International. Mais les Russes ont fait des rapports similaires et on ne les voit pas agir. Pourquoi aller de nouveau poursuivre un homme politique, un dirigeant d'un pays africain? La CPI aussi ne poursuit que des Africains et on tombe toujours sur les mêmes. Les avocats ont bien expliqué que le dossier était vide et que c'est l'État français qui ne voulait pas aller au fond, comme les Américains l'ont fait. La justice américaine a désigné un juge, le juge a levé les saisies, a abandonné les poursuites, parce qu'il n'y avait pas motif. Voilà, on a aussi. Maintenant, en arrière-plan de tout ça, ça a été expliqué, j'ai posé une question là-dessus aux avocats hier et nous étions tout à fait d'accord, moi je suis moi-même juriste, donc nous étions tout à fait d'accord sur le problème. Nous pensons que certains juges français commencent à échapper à tout contrôle. Il y a des juges qui deviennent des stars des médias, des divas comme on dit, et il n'est pas à écarter qu'ils essayent de passer outre par un précédent à justement l'absence de jurisprudence d'une loi à compétence universelle française. Ça, c'est le fond du dossier. Maintenant, l'arrière-plan du dossier, c'est les campagnes permanentes de l'Occident contre la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale est le seul pays actuellement, avec également Mugabe au Zimbabwe, mais Mugabe est dans un état quasi faillite. La Guinée équatoriale, c'est une puissance économique qui émerge, et donc elle est la cible des campagnes occidentales pour ses positions panafricaines, et aussi parce qu'il refuse de s'agenouiller.
Alors, quand on voit la façon dont le président Obiang Nguema fait cavalier seul, est-ce qu'il ne risque-t-il pas de se retrouver avec un coup d'État ou bien avec une rébellion fomentée contre lui? On en a déjà parlé. Je pense qu'ils doivent commencer à prévoir évidemment leur défense. Et là, vous savez, il n'y a pas de fatalité, mais également la chance de la Guinée équatoriale, c'est que c'est un petit pays qui n'a pas de contentieux avec ses voisins, qui n'a pas de politique expansive. La Jamaïria avait une géopolitique expansive. Kadhafi rayonnait au Mali, au Niger, sur le Sahara, très loin en Afrique. Il avait un vieux contentieux avec le Tchad. Il avait des problèmes avec l'Italie. La Guinée équatoriale n'a pas tout ça. Donc elle est dans une position assez stable. Il n'y a pas de grands problèmes politiques. Maintenant, le coup d'État, il peut arriver partout. Le coup d'État, il peut arriver partout. En sachant simplement que la tendance des Occidentaux maintenant, c'est plus le coup d'État brutal, c'est ce qu'on appelle la révolution de couleur ou le printemps arabe. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit hier dans plusieurs interviews, la Guinée équatoriale doit faire attention à ses prochaines élections. Parce que font les Occidentaux? Qu'est-ce que vous prévoyez parfois? Qu'est-ce que vous voyez en fait C'est très simple. Maintenant, les Occidentaux, que font-ils? Ils se servent des élections chez tous leurs adversaires. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, c'est ce qui se passe régulièrement au Bélarus, mais où ça ne marche pas parce que le système est fort. C'est ce qui s'est passé un peu partout en Europe de l'Est depuis 10 ans. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays arabes. Attendez de voir ce qui va se passer en Algérie dans les 6 semaines qui vont venir. Les élections ne servent pas à changer un chef d'État ou pas, elles servent à déstabiliser l'État où c'est fait. Les Occidentaux ont toute une série d'ONG spécialisés là-dedans, les fameux réseaux d'Otpor, etc. Ils ont de l'argent, du financement. Un type aux États-Unis, le sénateur John McCain, c'est un des patrons de ces réseaux, ne fait que ça, de la déstabilisation. Donc on arrive dans une élection, on la critique, on amène des experts occidentaux, des observateurs, mais qui sont liés à l'OTAN, à l'OSCE, qui vont dire oui, mais ça ne va pas. Et alors, donc, les émeutes, on organise des émeutes en payant s'il faut. Vous devez savoir que les premiers jours à Kiev, on a payé les gens du Maïdan, on payait les gens par autocar pour venir, parce que les Américains ont mis 5 milliards de dollars en Ukraine depuis le mois de novembre. 5 milliards. Les milliards qu'ils n'ont pas pour aider l'économie ukrainienne. Mais là, ils les ont mis. Donc ces gens ont de l'argent, des moyens, des télévisions, des trucs. Donc là, le système guinéo-équatorien, il y a des pare-feux. Une petite parenthèse au niveau de la Crimée. Il y a eu près de 19 milliards de dollars investis par la Russie et l'Europe a fait miroiter de 11 milliards et les États-Unis mettent 5 milliards. Non, c'est pas comme ça. Bon, les 5 milliards dont nous parlons, c'est de l'argent noir qui a été donné à l'opposition pour organiser le Maïdan. Je ne parle pas de l'aide à l'État. D'accord. Donc, si vous voulez, on reviendra sur le problème de la Crimée. Restons sur notre sujet Guinée. Ici, ce n'est pas l'aide, ne confondez pas l'aide des États. C'est de l'argent en noir, donné par des institutions américaines, allemandes et autres, au parti Oudar du boxeur Klitschko, au parti néofasciste Sloboda. On a aussi financé les néo-nazis de Pravi Sector. On a financé le parti de Timoshenko. On a déversé de l'argent. On a payé des journalistes. On a payé des gens dans la rue. On les a armés aussi à un moment donné. C'est à ça que cet argent servi. Donc, les Occidentaux feront la même chose. Il y a une série de garde-fous pour éviter une révolution de couleur. Parce qu'il y a des États qui ont tiré les leçons. Vous savez, ils ont essayé 4 fois contre Loukachenko au Bélarus. Loukachenko, il a trouvé la parade. La parade, elle tient, le système, il doit être prêt. Il faut un mouvement de jeunes pour tenir la rue. C'est ce que Loukachenko a fait. C'est Natchi en Russie, dont vous avez entendu parler. Ça, c'est la première chose. Il faut des institutions transparentes, cours constitutionnelles, commission électorale transparente, de façon à ce qu'il y ait une réponse à ça. Et alors, la troisième chose, c'est à ça que je travaille, moi, depuis presque 10 ans, avec mon ONG et autres, l'Eurasian Observatory for Democracy Election. Nous travaillons avec des partenaires russes, polonais. Quel est notre but? C'est de pouvoir proposer, au moment des élections, une mission de monitoring indépendante, non alignée, qui puisse répondre aux missions occidentales.
refuser les missions comme ça a été fait au Zimbabwe, mais aussi en Guinée équatoriale la dernière fois, dire nous n'acceptons que l'Union africaine, c'est une erreur. Parce que les Occidentaux ne considèrent pas l'Union africaine comme sérieuse. C'est honteux, mais c'est comme ça. Il y a un racisme occidental. Donc l'Africain est considéré comme inférieur. Et alors, une des conditions pour la validité d'une élection, ce qu'on appelle les standards occidentaux, qui sont les standards de l'OSCE, c'est qu'il faut des missions indépendantes sur place internationale. Si les internationaux qui sont sur place, c'est uniquement les gens du Parlement européen qui vous auront déjà condamné avant l'élection, les gens de l'OSCE qui vont dire que vous êtes des fraudeurs avant l'élection, c'est ce qui s'est passé 2 fois en Russie il y a 2 ans. Mais vous n'avez pas de réponse, donc il faut des gens qui effraient vraiment et qui puissent dire non, voilà, c'est sérieux. On l'a constaté, il y a des bureaux, des voies, c'est prêt, il n'y a pas d'attaque. Il peut aussi y avoir quelques problèmes mineurs, mais il y en a en Belgique ou en France. Je reviens encore vers l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, encore une fois, chez Obiangema. Et Obiangema est l'espoir aujourd'hui de la région. Incontestablement. Donc, j'ai vu votre papier, je fais référence à votre papier. Quels sont les conseils donnerez-vous aux autorités guinéennes par rapport à cela, équato-guinéennes? Voilà. Écoutez, la première chose, c'est de continuer à être ferme comme ils le sont. Parce que la fermeté de la Guinée, c'est ce qui fait sa force. Mais la deuxième chose, c'est de se préparer à de gros problèmes lors des prochaines élections. C'est-à-dire c'est-à-dire que, écoutez, c'est pas difficile, comme je vous l'ai dit, de venir organiser dans un pays, surtout un petit pays de 2 millions, je pense, d'habitants, c'est facile de venir organiser des troubles. C'est pas difficile. On amènera des missions, on créera des organismes, on créera des ONG, on les créera avec des Guinéens à Paris, à Bruxelles ou à Berlin, c'est ce qu'on a fait en Libye. On commencera à parler droits de l'homme, c'est ce qui se passe déjà. Il y a toute une campagne actuellement contre la Guinée équatoriale, notamment à l'occasion du procès du vice-président Théodorine Obiang, qui est un des fils. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Vous retiendrez un des fils, c'est la méthode qu'on a employée contre les Kadhafi. On attaquait les fils de Kadhafi. C'est la même technique qu'on emploie contre la famille de Bachar el-Assad. N'oubliez jamais ça. Retenez le procédé. Les Occidentaux, en fait, ne croyez pas qu'ils ont beaucoup d'imagination. Ils ont 2-3 scénarios et ils les jouent partout depuis 50 ans. Avant les révolutions de couleur, ils ont fait ça en Amérique latine. Combien de régimes ont été renversés, etc. Perón a été renversé 2 fois par les Américains. Bon. Donc qu'est-ce que je conseille à la Guinée équatoriale? C'est ça. Ils doivent se préparer et une des préparations, c'est il faut un grand mouvement de jeunesse, c'est ce que je pense, capable aussi de faire des manifestations, de tenir la rue. Ça, c'est très important. En prenant éventuellement conscience des conseils dans les gens chez qui ça a marché, nous pouvons aider aussi pour ça. Au Bélarus, en Russie. En Russie, Poutine a tenu la rue. Il a tenu la rue parce qu'il a anticipé. S'il n'avait pas anticipé, Poutine aurait été renversé au mois de décembre 2011, ou au mois de février. À un moment donné, les Occidentaux avaient réussi à mettre plus de 100 000 personnes dans la rue, avec aussi de l'argent. Et alors, le système russe a fait quelque chose d'important, le Bélarus aussi, c'est la fameuse loi sur les agents de l'étranger, qui est une copie d'une loi américaine, une loi des USA, et qui ne permet plus à des ONG étrangères d'être financées par de l'argent étranger. Ça c'est la clé. Il ne faut pas accepter que des types viennent dans un pays où on fait des problèmes et soient financés pour organiser une révolution. Ça ne veut pas dire à côté de ça qu'ils ne peuvent pas être financés avec un secrétariat. Ça, c'est la politique. Poutine ne dit pas ça. Mais Poutine, il dit il n'est pas question de mettre de l'argent pour organiser des émeutes. Avant-dernière question. On va rester encore dans l'Afrique centrale. On va parler de 2 pays, puis on va revenir, on va terminer avec la Guinée équatoriale. Et les 2 pays. La RDC, parlez-nous un peu de la RDC. 20 ans de crise grave et de rébellion. 7 millions de morts, 8 millions de morts, 5 millions de morts par rapport au rapport des Nations Unies, ce qu'on appelle le mapping, le rapport mapping d'octobre 2010. Comment voyez-vous l'issue par rapport à ces pays? Le pays est complètement pillé par ses voisins. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, et également le drame de la RDC, il commence avec Lumumba.
il commence avec la destruction d'un régime anticolonialiste qui pouvait véritablement offrir une indépendance. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé donc quelque chose au Congo. La solution contre Lumumba, ça a été Mobutu. Mobutu, bon, ben, on a nommé en fait non pas un dictateur mais un proconsul. Mobutu a été un proconsul à la fois des États-Unis et de la Belgique pendant longtemps. Mais toutes les histoires de zarianisation, etc., ça a été une grande comédie en fait. Kabila a été amené au pouvoir par les Américains. Mais le drame moderne du Congo, il commence. De Kabila, le père ou le père. Le fils, on ne sait pas. C'est un des grands mystères. Qui a amené le fils au pouvoir après la mort du père, qui a tué le père. Moi, je ne vais pas là-dedans, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas complotiste, qu'on se comprenne bien. C'est une des choses aussi pour lesquelles vous avez quelques éléments en tous les cas. Oui, mais pas. Alors, ces éléments mais je veux dire. Quoi ces éléments-là Parce qu'il y a Louis Michel derrière. Oui, mais il y a bon. Moi, le drame de la République du Congo, il commence avec le génocide du Rwanda. Ouais. Le génocide du Rwanda, il sert à quoi il sert à amener au pouvoir, ce n'est pas Kagame qui l'a organisé, mais c'est Kagame qui a récupéré l'enjeu politique, il sert à amener au pouvoir un régime pro-américain, pro-anglo-saxon, Kagame est un anglophone, qui renverse un régime francophone. Immédiatement, le Rwanda de Kagame commence à s'en prendre à la République du Congo. Il va poursuivre des milices Tutsi là-bas. Il participe à la déstabilisation du pays. Et on en arrive de nouveau à la théorie du chaos. C'est-à-dire que le seul régime fort qui existe, c'est le Rwanda. C'est un régime pro-américain, même si pour le moment il y a des tensions avec Obama, mais c'est un régime pro-américain. Le journaliste camerounais Onana a très bien expliqué, je partage tout à fait ses analyses, le Rwanda est la plateforme d'intervention des multinationales anglo-saxonnes dans la région des Grands Lacs, ça c'est clair et net aussi. On en arrive donc à ça. On a organisé le chaos en République du Congo. C'est un pays pillé, à qui ses ressources, son économie, ce qui devrait être ses taxes échappent. Regardez à qui ça profite. Regardez par qui l'économie est captée et vous aurez la réponse. On a un État qui n'est plus à rétablir. Il va falloir repartir quasiment de zéro, mais avec qui? L'Union africaine est aux abonnés absents. La mission des Nations Unies a un comportement honteux. Honteux pourquoi? Honteux. Mais il est honteux politiquement parce qu'il se passe c'est pas mal. Il a aussi un comportement honteux au niveau de ses troupes. Vous savez les multiples plaintes, les cas de viol, de pression, d'exploitation sexuelle, de pillage, les trafics sont aussi. Mais on a connu la même chose. Une grande partie des trafics en ex-Yougoslavie étaient organisés par les casques bleus. C'est comme ça. Quand on suit l'action des soi-disant casques bleus, il vaut mieux ne pas les avoir chez soi. Ça a toujours été comme ça. Le Congo déjà sous Lumumba. On a laissé que les casques bleus ont laissé plonger dans l'anarchie, ont laissé organiser la sécession katangaise. Donc, mais là, on est dans de vieilles histoires, dans l'histoire immédiate. C'est là qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça. Mais vous savez, les racines géopolitiques d'une situation vont longtemps. Moi, je ne vois pas d'avenir. Actuellement, on vend, mais les Occidentaux sont forts pour ça. On vend une comédie de politisation, d'élections, etc. Dans un État, pour commencer, pour que les gens puissent voter, il faut qu'ils puissent manger décemment. C'est pas le cas dans tout. Il y a une misère effroyable au Congo. Mais ça se passe un peu partout comme ça. En Afghanistan, il y a eu, soi-disant, des élections. Avec de la fraude. Là, avec un pays qui n'est pas. On a de nouveau des élections bidons. Mais qui sont reconnues par les Occidentaux quand elles les arrangent. Dernière chose, au Congo, vous savez, on en a toujours qui fait un boulot fantastique, qui est un des meilleurs journalistes africains pour le moment. D'investigation. Il a expliqué comment l'Union européenne, avec notamment Louis Michel, truquait les élections, par exemple, au Congo. Voilà. Alors, c'est les gens qui viennent donner des leçons à la Russie de Poutine, etc. Les Américains truquent les élections dans combien de pays au monde?
Vous savez, la fraude électorale, moi j'ai beaucoup écrit dans mon ONG et autres là-dessus. J'ai fait des articles sur la fraude électorale en France. J'ai fait des articles sur la fraude électorale aux États-Unis. Le pire cas, c'est Bush. Bush 2, Bush Junior. Voilà. Il a été élu 2 fois alors qu'il avait perdu les élections. C'est ces gens qui donnent des leçons au monde. Mais l'Afrique des pays comme la République du Congo, elle est mal partie. Et mal partie, c'est-à-dire C'est-à-dire que tant qu'elle sera dans ses mains occidentales, tant qu'il n'y aura pas ce que Kadhafi proposait, tant qu'il n'y aura pas une véritable armée de l'Union africaine avec une force d'interposition, on arrivera à des choses pareilles. Une armée qui soit contrôlée par l'Union africaine, pas par New York, pas par les Nations Unies. Le Rwanda, 20 ans, génocide, un fonds de commerce ou vraiment génocide? Mais non, moi il y a eu génocide, ça je ne discute pas. Vous savez les gens, le négationnisme du génocide au Rwanda, c'est les mêmes arguments que le négationnisme du génocide juif par Hitler, c'est pas des choses discutables. Maintenant, commencer à compter les morts, c'est pas honorable, vous savez. Qu'on ait tué 10 000 personnes en fonction de leur race ou de leur religion, ou 1 million, c'est la même chose pour moi. Que l'on ait tué des femmes ou des enfants qui ne faisaient pas de politique parce qu'elles ont malheureusement la mauvaise mention sur la carte d'identité, Tutsi au Rwanda, juifs sous Hitler, c'est inacceptable pour moi. Il y a eu un génocide, c'est clair. L'un des buts était, en tout cas, de mettre hors jeu la communauté Tutsi. Les gens qui nient le génocide, ça s'appuie sur quoi? Ils s'appuient sur le fait qu'on a pendant le génocide également exterminé les cadres et les militants des partis Hutus qui étaient favorables à une entente. Et à l'époque aussi, par rapport à une étude américaine, qu'on ne pouvait pas avoir plus de 1,7 million de Tutsis, en éliminant 800 000, il serait resté peut-être 500 000, or ils sont encore nombreux. Oui, mais je veux dire... sur la comptabilité de ces... Le génocide n'a pas été au bout. Si le génocide avait au bout, on ne sait pas ce qu'il en serait devenu. Vous savez, si Hitler avait disposé de 6 mois de plus, il n'y aurait plus du tout de juifs. Parce qu'il y aura encore des juifs aux États-Unis, à New York, et c'est tout. Le but d'Hitler était de complètement exterminer les juifs. Il y était presque parvenu. Mais ceux qui ont survécu sont notamment partis en Israël, en 45-46, et ça n'a pas arrangé les Palestiniens, mais le peuple a survécu. Mais ça a été une question de temps. Donc je pense que le débat sur le génocide, c'est un faux débat. Maintenant, le débat sur les responsabilités, il reste ouvert. Responsabilité, alors exocète sur l'avion d'Air. Écoutez, non, moi je pense c'est moins simple que ça. Il y a des responsabilités historiques. Bruguère, il a fait un travail formidable. Pourquoi il a été... Ça se discute. On en a dit l'inverse. On en a dit que Bruguère, lui, a très mal travaillé. Il y a Pierre Péan qui a fait un bouquin visiblement commandé par l'Élysée qui dit le contraire. Il y a un débat ouvert. Bon, qu'est-ce qui n'est pas contestable? Moi, je préfère qu'on parle de ça. Il y a une responsabilité historique, c'est la Belgique. La Belgique, pendant toute la période, elle a hérité de l'Allemagne des colonies en 1920. Elle a constamment joué, c'est elle qui a créé la rivalité Hutu-Tutsi. Elle est appuyée, la colonisation, sur les Tutsis. Et puis, lorsqu'est arrivée la vague de décolonisation, lorsque les Tutsis n'ont plus voulu de la domination belge, vous savez qu'il y a même eu des contacts avec le Congo de Lumumba, à ce moment-là, on a organisé de nouveau, on a renversé le roi, et ils se sont appuyés sur les Hutus. L'Église belge, c'est l'Église belge qui, à partir de 1960 jusqu'au génocide, a organisé la communauté Hutu et l'a organisée dans une rivalité contre les Tutsis. La cour belge, le roi Baudouin, parce que vous devez savoir, ça c'est une des choses qui est les moins connues, la cour belge appartient en fait à un courant politique d'extrême droite au sein de l'Église catholique qu'on appelle le renouveau ou la communion charismatique. Roi Baudouin, prince devenu roi Albert, le roi Philippe actuel, ce sont sa femme, il paraît même il a été marié par les charismatiques. C'est une théorie politique, c'est ce qu'on appelle les auteurs une secte au sein de l'Église catholique. C'est un mouvement puissant parce qu'il s'appuie aussi sur des réseaux, la fameuse Opus Dei, qui était lié à la reine Fabiola, on tourne dans les mêmes milieux, et le président Yabanirama était un des membres de ce renouveau charismatique, donc au Rwanda, ainsi que les dirigeants du Burundi également. Donc il y avait des liens personnels entre la cour et ses dirigeants, et le roi Baudouin a couvert
jusqu'au dernier moment. On en vient aux responsabilités immédiates. Les responsabilités immédiates, c'est simple, elles sont doubles. Il y a celle de la France. La France a organisé l'armée Hutu, visiblement dans une logique de confrontation. On a surdéveloppé l'armée, on l'a équipée. On a laissé apporter les fameuses 500 000 machettes. Que peut-on faire avec 500 000 machettes, à part organiser des milices qui vont tuer? La France s'est opposée à la création d'une véritable force d'interposition. Sa troisième responsabilité, Bill Clinton. Bill Clinton et les USA, parce que depuis 1989, ils soutiennent Kagame. Ils soutiennent donc le mouvement Tutsi en exil en Ouganda. Et c'est Bill Clinton qui appuie la France pour empêcher qu'on crée une force d'interposition. On crée les conditions du génocide. Quatrième chose sûre, c'est l'élément déclencheur. C'est l'attentat contre l'avion des présidents du Rwanda et du Burundi. On l'oublie. Parce qu'il s'agissait, on a des éléments qui permettent de croire qu'on voulait aussi un même génocide au Burundi. Mais là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on sait de cet attentat? Écoutez, il y a 2 ans, l'ONU a déclassifié des documents. Un seul journal français en a parlé, c'est Libération. Je n'aime pas Libération, mais parfois Libération fait encore du journalisme. Ce que ne fait plus Le Monde, par exemple, ou Le Figaro. On sait que la France a livré 15 missiles Mistral à l'armée, donc au régime Hutu, et on sait que les missiles qui ont battu l'avion sont partis du camp de la mission Licorne. Voilà, ça on le sait. Il y a un sous-officier français qui met en cause directement la mission Licorne. Le type, voilà, c'est un type qu'on n'a même pas protégé. La France n'a pas répondu à ça, il joue l'indignation, et c'est là-dessus que maintenant Kagame joue pour attaquer la France. Bon. Je n'aime pas la politique de Kagame dans les Grands Lacs, je n'aime pas ce qu'il fait, mais ça n'empêche pas que ce qu'il dit sur la France actuellement et le génocide, c'est réel. C'est réel, il dit des vérités. Donc il faudrait une commission d'enquête sur les fameux missiles Mistral. Comme les Verts ont réclamé dernièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Et alors, l'histoire des missiles Mistral, ce n'est pas un scoop, parce qu'on parlait du fameux Gérard de Villiers. Il a consacré un de ses romans géopolitiques, mais dans lequel il fait de l'information politique. Il a donc il a publié dans un roman il y a une dizaine d'années, sur le Rwanda, qui s'appelle La piste rwandaise, où son héros a investi le génocide. Il a donné l'information des missiles Mistral 8 ans avant Libération. C'est connu. Vous savez que derrière Gérard de Villiers, il y a les services secrets français, donc c'était quelque chose de connu. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas Kagame qui a fait le génocide, mais il en a été le grand bénéficiaire, puisqu'il a utilisé ça devient un commerce. Voilà, c'est ça. Et alors maintenant le régime va mal, le régime a des problèmes. Comment va mal? Expliquez-moi, parce qu'on parle de la croissance économique. Il va très bien économiquement, mais il a de gros problèmes politiques. Expliquez-nous un peu, est-ce qu'il va rester, d'après vous... Il commence à ne pas être présentable pour les Américains. C'est-à-dire que les Américains maintenant, Obama veut une autre génération de dirigeants, et donc il veut utiliser la fibre nationaliste pour refaire flamber le tout. Et il n'est pas impossible que le régime Kagame se transforme en régime anti-occidental. C'est une possibilité. C'est un régime qui veut survivre. C'est un régime de confrontation après. Ça sera, mais on ne sait pas. Vous savez, moi je fais de l'analyse avec des éléments. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va plus entre Washington et Kigali. Le reste, on n'a pas d'éléments pour savoir qui, comment, etc. On peut voir un coup d'État arriver, on peut voir beaucoup de choses. Mais économiquement, ça marche bien. Ça marche bien pour une raison qui est simple, parce que c'est le seul régime fort et stable. Ça, c'est la première chose. Et alors, deuxièmement, parce que il vit du pillage de l'économie congolaise, de la RDC, voilà. Alors, pour terminer, on va parler d'Obiangema. D'Obiangema, vous avez donné des conseils à l'instant même par rapport à votre intervention. Et Obiangema devait être entouré des Occidentaux pour qu'il soit protégé, ou des Américains. Pour terminer. Écoutez, non, moi je pense que si la Guinée équatoriale veut préserver son régime politique et son Israéliens, bien entendu, le service. Non. Il y a un axe, c'est avec les Russes. Parlons franchement. Avec les Russes. Qui sont les spécialistes de la sécurité et de la protection. Il n'y a pas que les Américains, les Occidentaux, il y a les Russes. Il y a les Russes et les Russes. Et alors avec un régime qui ne prendra pas de compromis avec les Occidentaux.
parce que c'est ça. Vous savez, les Israéliens, c'est bien gentil, mais les Israéliens ne se sont jamais opposés aux intérêts américains. Regardez comme Mobutu a été lâché par ses conseillers israéliens, par ses mercenaires israéliens, à partir du moment où Washington a lâché Mobutu. Vous savez comment ça s'est passé? Il s'est retrouvé seul en quelques semaines, c'est ça. Les Russes ne proposent pas des mercenaires, ils proposent de la formation, de la technique, des armements. Transfert de technologie. De technologie, et alors ils ont des économies qui peuvent être compatibles, et alors, vous savez, la Russie maintenant, plus elle va s'opposer aux Occidentaux, plus elle va devoir définir un grand projet géopolitique, qui ne va pas se résoudre à la constitution de l'espace eurasiatique, qui va devoir aller plus loin. L'une des dimensions de ce projet, ça va être le retour de la Russie en Afrique. Pour le moment, la Russie n'est plus nulle part. Le retour de l'Afrique, il doit se faire quelque part. Moi, je verrais bien un axe Moscou-Malabo. Voilà l'axe-là que nous retenons pour ce soir. Pour terminer, un petit mot par rapport aux tensions qu'il y a eu vers la Syrie, où il y a eu l'intervention d'une part la Russie, enfin la protection de la Russie, la Chine et l'Iran, et d'autre part il y a eu la confrontation de l'Europe occidentale. C'était pourquoi? C'est parce qu'on a découvert une plaque, un immense gisement. Qu'est-ce qui se passe? De l'Asie mineure jusqu'à l'Europe, on veut faire passer des pipelines? Non. Vous savez, c'est une des choses que je reproche aux fameux journalistes non mainstream, c'est de vouloir tout expliquer par le gaz et le pétrole. Derrière le projet, aussi bien de Bush en 2003... Vous parlez de Thierry Meyssan. De Meyssan et d'autres, où on a un peu vouloir tout expliquer avec le pétrole, c'est pas mon cas. Dans le cas qui nous importe ici, ce ne sont pas les lignes de gaz des oléoducs. Le cœur du projet du Grand Moyen-Orient, c'est le remodelage du monde arabe. Les Américains, pour remodeler le monde arabe, ont décidé qu'il fallait détruire les régimes nationalistes arabes. Saddam Hussein, ça a été fait, Kadhafi, la Syrie bassiste, les résidus de nasserisme en Égypte et au Yémen. Parce que la vision des Américains reste une vision idéologique. Derrière la géopolitique américaine, il y a une idéologie qui est du régime américain. Quelle était la caractéristique de ces régimes arabes? C'était que ils n'étaient pas au départ favorables à l'Occident, et deuxièmement, ils étaient pour des économies contrôlées, socialistes ou dirigées. Le but des Américains, c'est d'importer le libéralisme partout. La Syrie a été l'un des deux dominos avec la Libye, et il aurait dû tomber avant la Libye. Vous savez que les premiers problèmes ont commencé en janvier, et le dernier régime nationaliste arabe qui est dans le collimateur, vous allez voir ce qui va arriver dans quelques semaines, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui reste le régime issu du FLN. Voilà. Ils ont essayé 3 fois déjà une révolution de couleur là-bas. Moi j'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai tenu à un moment donné une rubrique qui s'appelait Vue d'Alger. Et puis ça a un peu retombé, mais ils ont essayé 3 fois. Ils ont essayé vis-à-vis de la Libye, notamment. Donc il faut se rendre compte que ce qui s'est passé en Syrie, c'était ça. La deuxième chose, l'Iran est quelque chose de secondaire. Parce que le problème de l'Iran, c'est que jusqu'à une époque très récente, l'Iran était opposé aux Américains à peu près partout, mais pas en Afghanistan et en Irak. Ils avaient ce qu'on appelle un condominium géopolitique, c'est-à-dire que l'occupation américaine en Irak n'était possible qu'avec la neutralité iranienne, et l'occupation de l'OTAN en Afghanistan n'était possible qu'avec la neutralité iranienne. Tout ça est en train de s'éloigner. Moi, je n'ai pas... je suis réaliste, je suis logique. Un des axes de la future grande politique de la Russie va être un axe avec Téhéran. Donc il faut... j'inclus mes calculs politiques là-dedans, mais la Syrie, l'implication de l'Iran en Syrie est venue, ou du Hezbollah, ce sont pour des contingences politiques locales, mais ce n'était pas ça au début. Et alors, les Israéliens jouent un jeu à part. Vous savez que les hôpitaux israéliens servent notamment à retaper les soldats de l'ASL, etc. Mais les Israéliens ont un jeu très ambigu dedans. Et alors, par rapport... ASL, pour les amis téléspectateurs, c'est Armée syrienne libre.
Oui, bien cela. Oui, c'est ça. Et alors, il n'y a pas. Et alors, l'agenda des Israéliens et des Américains sur l'Iran n'est pas le même. C'est ça le problème. Les Américains ne veulent pas la confrontation avec l'Iran parce que c'est secondaire pour eux. Les Israéliens ne peuvent pas accepter une grande puissance iranienne nucléaire. Tout simplement parce que quel est le verrou d'Israël actuellement? C'est l'arme atomique israélienne. Vous savez qu'ils ont environ au moins 800 têtes. Elles sont installées sur des sous-marins de poche allemands fournis par Madame Merkel de la classe Dolphin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les détruire au sol. Ce sont des missiles. Ce sont des missiles Exocet modifiés avec des têtes nucléaires. Ils peuvent atteindre tout le Caucase, ils peuvent atteindre l'Iran et tous les pays arabes. Ces sous-marins se déplacent en Méditerranée. Ce sont des sous-marins de poche d'une vingtaine de mètres de long. Il y a 4 missiles dessus. On ne sait pas les détruire. C'est une arme plus. Il y a des jets aussi, il y a des missiles, mais c'est une arme nucléaire puissante. Et tant que Israël a tout fait pour qu'il n'y ait pas une bombe atomique arabe avec Saddam Hussein, l'attaque de l'Irak, en grande partie, ce n'était pas le pétrole non plus. Le pétrole jouait, mais c'était empêché de détruire le grand ennemi d'Israël, qui était l'Irak bassiste. Et puis maintenant, les Israéliens ne veulent pas d'un Iran avec qui ils devraient partager le monopole atomique. Pour une raison qui est très simple, qui n'est pas proprement anti-iranienne, c'est que si les Iraniens se dotent de la bombe atomique, les Saoudiens vont le faire immédiatement. Il y a un équilibre de force en géopolitique. Et donc ils ne veulent pas de ça. Ils veulent être la puissance, moi je dis. Et ils veulent ne pas dépendre des Américains, in fine, pour leur survie. Voilà. Ça, c'est ce qui est conditionné. Merci. On resterait 2 heures, mais on va faire plusieurs émissions avec vous, parlant de la géopolitique, géostratégie, et parlant surtout également de ce côté Afrique. Vous avez parlé de ce continent qui est l'avenir en fait de ce monde, l'avenir qui va donner de l'énergie, qui va donner de l'eau, qui va aussi donner de terres arabes aux gens qui viennent de l'extérieur. Vous avez parlé aussi de l'écologie, vous avez parlé aussi de ces côtés que les Américains sont en train de travailler pour, si on veut, ramener les Américains vers l'Afrique pour bénéficier du climat. Alors là, donc, on se demande où est-ce qu'on va aller avec cette Afrique. Là, je pense que l'avenir va nous le dire, et nous sommes encore là. Vous croyez que dans combien de temps ça peut s'organiser, en fait, ces transferts américains vers l'Afrique? Écoutez, c'est un problème à 50 ans. Parce que la dégradation irréversible, si les climato-sceptiques ont raison, ça ne se posera pas. Ce sont ceux qui disent qu'il n'y aura pas de dégradation du climat, le réchauffement a toujours existé. Maintenant, si véritablement les autres ont raison, le GIEC notamment a raison, c'est-à-dire ces savants qui disent réchauffement de la planète, assèchement, trou d'ozone dans l'atmosphère, fonte des glaciers, destruction du climat en Europe, on parle d'une nouvelle ère glaciaire en Europe, certains. Parce que réchauffement peut dire aussi glaciation d'autres parties. Il faut comprendre que le climat, c'est un équilibre. Si eux ont raison, le problème va se poser dans 50 ans. Et les Américains sont en train de l'accélérer avec la production du gaz et du pétrole de schiste, qui est une production extrêmement polluante. En fait, pour gagner 20 ans d'autonomie sur la fin du pétrole, ils vont achever la destruction du climat. Maintenant, là, nous ne serons plus là, vous et moi, pour le voir, hélas, mais c'est à 50 ans. 50 ans, n'oubliez pas quelque chose, 50 ans pour un humain, c'est énorme, mais pour un géopoliticien ou pour un idéologue, c'est demain. C'est demain. Alors, comme vous disiez, tous ces grands stratèges américains travaillent pour une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années ou 100 ans, donc ils voient beaucoup plus loin par rapport à ce qui se passe actuellement, comme disait aussi Madeleine Bright, de la décision de faire partir Kadhafi datait déjà de 2006. Là, ils avaient déjà pris leur décision, arrêté que cet homme partirait. Alors voilà, donc c'est ce que je souhaite aussi par rapport aux Africains, plus être aussi projeté aussi par rapport à leur Afrique, projeter un meilleur avenir par rapport. Attendons 50 ans, moi j'aurai 105 ans, je ne pense pas que je serai encore en vie, et vous non plus d'ailleurs. Alors je vous souhaite à très très bientôt, et restez branchés avec Luc Michel, un grand politologue. Je peux dire un politologue parce qu'il a la cartographie en fait de tout ce qui se passe, les crises qui se passent à travers cette planète. Il pourra nous parler de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Il pourra nous parler
de la Russie qu'il maîtrise parfaitement. Vous savez, la Crimée, avec ces articles qui sont assez croustillants, les articles qui nous interpellent. Il parle de l'Afrique de bien gaiement, il parle de l'Afrique centrale, il parle du Rwanda, il parle de la Libye, il parle de cette révolution de couleurs, le printemps arabe. Vous voyez, donc là, la matière, suivez-nous pour la prochaine interview. Merci et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bientôt.